Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire dédié au RPPS+. Donc aujourd'hui, l'équipe est en direct de Lyon. Comme pour tous les webinaires de l'ANS, celui-ci est enregistré. On vous mettra le replay à disposition ainsi que le support de présentation. On va être un petit peu nombreux, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et non pas dans le chat pour qu'on soit sûr de toutes les voir et vous proposer une FAQ qui rassemblera toutes les questions posées pendant cette séquence. Voilà, on a pas mal d'intervenants aujourd'hui, je leur laisse la main et puis bon webinaire à tous. Merci Elodie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est basé à Lyon pour réaliser ce webinaire. Alors, merci déjà à Grad Sarah et Fondation OVE de nous accueillir dans leurs locaux. Ce matin, on a fait un petit atelier avec quelques établissements médico-sociaux, donc c'était très intéressant. Donc, cet après-midi, voilà, on fait ce webinaire qui est ouvert à tout le monde. Donc, pour premièrement, faire un petit rappel sur le principe de la PPS, vraiment très brièvement, parce que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Et c'est surtout la deuxième partie qui est beaucoup plus intéressante parce qu'il y aura pas mal de personnes qui vont intervenir pour faire un retour à expérience sur ces premiers démarrages d'enregistrement, déploiement et PPS+. Donc voilà, sans tarder, on ouvre le webinaire. Il y a Jean Weber, responsable d'offres sur les sujets d'identification et authentification pour les acteurs. Donc, je laisse présenter mes collègues. Marc DeVos, donc le binôme de Yajong sur le même domaine annuaire et authentification et identification. Bonjour à tous, Fabien, chef de projet médico-social au sein de l'Agence du numérique en santé. Et j'ai pris la place de Julie, mais comme ça, on va pouvoir couper le micro pour qu'il n'y ait pas d'écho pour Et enfin, donc Julie Mariotto, je travaille sur le déploiement du RPPS+. Je remercie d'ores et déjà tous les intervenants qui vont réaliser un témoignage ensuite. Je vous propose que vous vous présentez lorsque vous faites votre témoignage, que ce soit pour le grade ARA, pour EasyDSI, pour l'IRSAM, les papillons blancs. Vous aurez l'occasion de vous présenter distinctement chacun lors de vos témoignages. Et merci encore pour votre intervention. Alors aujourd'hui, ce qui nous attend au menu, 3 grandes parties qui vont être abordées. Donc un premier sujet qui concerne vraiment pourquoi s'enregistrer au RPPS et pour qui, donc qui est concerné par l'enregistrement au RPPS. Nous aurons également un petit focus sur une évolution du portail RPPS+ à venir, qui est le chargement en masse. Et enfin, nous aurons un temps de retour d'expérience sur l'enregistrement des professionnels au RPPS, que ce soit du côté des grades, du côté des établissements eux-mêmes et également du côté d'un AMOA qui accompagne des établissements. Je vais laisser la parole à Yajong. Quel est le principe d'enregistrement dans le référentiel RPPS? Comme vous pouvez voir, hein, il y a trois types de populations qui seraient à terme tous réunis dans le même référentiel national, qui est le RPPS. Les premières populations, ce sont des professionnels à ordre, donc comme les médecins, pharmaciens, etc. Donc, il y a 7 professions aujourd'hui déjà enregistrées par leur ordre respectif. Ensuite, il y a les professionnels enregistrés par les ARS. Donc là, il y a 22 professions, comme les psychologues, les assistants des services sociaux. Donc voilà, vous avez la liste. Ces professionnels-là, aujourd'hui, ils sont encore sous l'identifiant ADELI, mais en 2023, ces professionnels vont rejoindre le répertoire RPPS, donc c'est un bascule technique qui se fait, mais l'autorité d'enregistrement reste toujours l'ARS. Les procédures, les process accès à la profession est inchangé. Enfin, les troisièmes populations, c'est un petit peu différent, la philosophie est un petit peu différente parce que ces professionnels n'ont pas obligation de se faire enregistrer auprès d'une autorité pour exercer leur profession, qui est le cas des 2 premières catégories, encadrées par la loi, mais quand ils ont un besoin d'accéder aux services numériques en santé,
on permet en fait ces professionnels de se faire enregistrer dans la RPPS, avoir un identifiant national pérenne et aussi de pouvoir accéder aux services numériques en santé. Alors, voilà, merci. Alors, du coup, pour ces populations qui sont aujourd'hui, qui n'est pas encore répertoriées dans la RPPS, vous pouvez retrouver les éducateurs spécialisés, vous pouvez retrouver les coordonnateurs donc, qui sont dans les TAC, vous pouvez retrouver les mandataires judiciaires qui sont dans le secteur plutôt médico-social. Enfin, aujourd'hui, on se focalise hein, sur ces professionnels qui sont dans ce secteur. Ben, ils peuvent être désormais enregistrés par leur employeur et de bénéficier d'une identité nationale et de bénéficier derrière tous les moyens qui sont distribués, que ce soit la messagerie MS Santé sécurisée ou bien ce soit le ICBS, peut-être plus tard, donc d'autres moyens d'identification électronique pour accéder aux DMP, DUI, etc. Alors concrètement, donc pourquoi s'enregistrer à RPPS? Je pense que je viens de dire, hein, c'est une slide que j'ai déjà racontée, pour accéder au DMP, pour accéder au e-parcours, DUI, d'autres services, que ce soit nationaux, régionaux ou bien locaux, demain qui sont tous en fait pour un souci de sécurité. On va aller de plus en plus vers les authentifications fortes, donc une identité pérenne permet d'avoir tous ces moyens d'authentification qui sécurisent les échanges et le partage de données de santé. Donc voilà, je vais passer la parole à Fanny pour illustrer un peu plus concrètement comment ça se passe. Oui, merci beaucoup. Donc concrètement, en fait, alors il y a plusieurs usages et plusieurs façons de penser cette identité, en tout cas ce numéro à donner à un professionnel du médico-social, mais peut-être l'aspect qu'on pourrait aborder, en tout cas l'angle sous lequel on pourrait l'aborder, qui pourrait avoir du sens aujourd'hui, qui pourrait être parlant, c'est en regardant le DUI, en fait, tout simplement, donc qui est le dossier usager informatisé, normalement votre logiciel métier côté médico-social. Et bien se dire finalement, dès lors où toute une partie de mes collaborateurs accèdent à des données de santé qui sont stockées dans ce logiciel, ce métier, ce DUI, et ben dans ces cas-là, s'ils exercent voilà, des cinq rôles qu'on a listés ci-dessous, qui font partie du portail, ils doivent accéder de manière sécurisée au DUI. Le DUI doit sécuriser les accès et donc pour cela, le professionnel doit avoir un numéro unique pérenne qui est le numéro RPPS. Et pour ce faire, en fait, comme Yajon l'a dit précédemment, pour être inscrit au RPPS, il y a plusieurs façons de le faire en fonction de notre situation. Pour les professionnels à ordre, c'est effectivement un petit peu automatique. Et ça rejoint la question qu'on a dans le chat sur notamment le diplôme. Hein. On a effectivement un professionnel s'inscrit à l'ordre de manière automatique, il a son RPPS. Pour les professionnels du médico-social, ça ne fonctionne pas comme ça, puisque on n'a pas ces ordres-là. Et donc, dans ces cas-là, les autorités d'enregistrement, ce sont les ESMS, les structures en elles-mêmes. Donc, finalement, il faut juste se poser la question qui dans ma structure accède au DUI, à ces données de santé qui sont contenues à l'intérieur, puisque je dois les sécuriser, en tout cas en sécuriser l'accès. Je dois pouvoir donner une identité via ce numéro RPPS à mes professionnels en les enregistrant au portail RPPS+. Voilà, donc c'est ce qui permet vraiment d'en sécuriser l'accès, d'être conforme à tous les différents référentiels. On peut peut-être parler des quelques déclinaisons de rôles, les 5 rôles qui étaient sur la slide précédemment, on peut les passer et donner quelques exemples. Donc, comment identifier, en tout cas, ce sont ces professionnels qui exercent ces 5 rôles-là qui ont un intérêt à accéder aux données de santé, qu'elles soient contenues dans le DUI ou dans d'autres services. On évoquera tout à l'heure le DMP, la MS Santé. Mais il y a typiquement le premier rôle qui est la coordination et l'orientation. Ça peut être des professionnels qui exercent un rôle de coordination dans un ESMS ou dans un DAC.
On a ensuite un second rôle d'administratif ou appui à l'organisation de l'accompagnement. Ce sont des professionnels qui exercent un rôle d'accueil, d'information, de secrétariat, d'appui aux démarches administratives ou d'accès aux droits. On a ensuite le rôle d'accompagnement à la vie sociale, professionnelle et éducative. Ce sont des professionnels qui exercent un rôle d'accompagnement des personnes vers le maintien ou l'acquisition de l'autonomie dans la sphère de la vie scolaire, professionnelle et sociale, tels que les auxiliaires de vie sociale, l'accompagnement les accompagnants éducatifs et sociaux, les assistants de vie, dépendance et handicap, les aides à domicile, conseillers en insertion, etc. On a ensuite un quatrième rôle d'accompagnement aux soins, où là, on va retrouver les professionnels qui accompagnent les personnes dans leurs besoins d'accès à la santé et aux soins, tels que les professionnels paramédicaux, auxiliaires de puériculture, assistants de soins en gérontologie. Et enfin, un rôle d'encadrement et d'organisation de l'accompagnement, où là, on va retrouver finalement des responsables de secteur, chefs de service, directeurs de SMS, qui vont exercer ce rôle et potentiellement avoir besoin d'accéder à ces données de santé. D'où l'intérêt d'avoir ce numéro qui est finalement pérenne pour le professionnel et qui va pouvoir le suivre tout au long de son activité. Donc pour résumer, c'est un petit peu ce qu'on essayait de dire là. Alors c'est peut-être pas forcément aussi tranché dans la pratique, mais en tout cas, si on a un accès à ces données de santé dans le DUI ou d'ailleurs ailleurs, il va falloir en sécuriser l'accès et il faut pouvoir identifier le professionnel de manière certaine par son numéro, d'où l'idée, s'il n'en a pas et s'il n'a pas vocation d'avoir par l'ordre ou l'ARS, de l'inscrire au portail RPPS+. Mais ça ne concerne pas forcément l'exhaustivité des professionnels du médico-social. Certains qui peuvent travailler dans des structures n'ont pas forcément besoin d'accéder à toutes ces données. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas besoin d'un enregistrement au portail RPPS+. Je te laisse la parole, Marc. Bonjour. Avec juste un complément par rapport au dernier slide, quand on dit données de santé, c'est à prendre au sens large. Donc, les intervenants ici ce matin nous ont suggéré plutôt parler de données sensibles. Donc, ça recouvre toutes les données autour de la prise en charge des patients et des usagers à caractère personnel. Alors, le DMP va bientôt être élargi au secteur médico-social. On n'a pas la date exacte à vous donner malheureusement, mais il y a des nouveaux documents qui vont apparaître, typés médico-social, des lettres de liaison, des plans personnalisés, etc. Et des nouveaux profils d'accès qui sont en fait les rôles que Fanny a expliqué tout à l'heure, avec à chaque fois des droits différenciés d'accès à tel ou tel document du DMP. Bon, bien sûr, le rôle de coordination est celui qui a le profil le plus large, et le profil le plus restreint, c'est plutôt la partie équipe administrative. Voilà. Et donc, là, pour le coup, l'accès au DMP pour les professionnels du secteur qui en auraient besoin, il est absolument requis d'avoir un numéro RPPS et un moyen d'identification électronique, donc une ICPS, pour pouvoir accéder à ces données et qu'on ait une traçabilité et une sécurité d'accès voilà, qui conviennent aux enjeux. Voilà. L'autre, donc c'est pas encore en fonctionnement, mais c'est pour très bientôt, donc il faut s'y préparer, commencer à réfléchir déjà à qui aura dans sa pratique quotidienne besoin d'accéder au DMP. Et puis l'autre grand usage qui se profile, voilà, c'est la messagerie, la messagerie sécurisée. Donc, pour avoir une boîte aux lettres nominative, il faut avoir un identifiant national, donc un numéro RPPS, pour échanger avec d'autres établissements, pour échanger avec des personnels médicaux ou paramédicaux du territoire. Et donc, pour le moment, c'est pour les balles personnelles. Et pour les balles organisationnelles, c'est-à-dire les balles de service, les boîtes aux lettres, pardon, de service, ça deviendra progressivement nécessaire également que chacun des personnels accédant à une boîte aux lettres MS Santé soit muni d'une identité RPPS.
Alors là, on rappelle le parcours pour un établissement qui veut démarrer l'enregistrement des personnels intervenant sous sa responsabilité dans le RPPS. D'abord, il faut réfléchir à comment on organise ça. Est-ce que c'est tout centralisé? Est-ce que c'est établissement par établissement de manière plus locale? Qui se voit confier ce rôle? C'est quand même une responsabilité importante, hein, parce qu'il s'agit de donner en quelque sorte une pièce d'identité numérique à des professionnels avec laquelle ils pourront progressivement accéder à de nombreux services numériques. J'ajoute que la responsabilité, c'est d'enregistrer les gens, mais c'est aussi de les désenregistrer ou de mettre une date de fin, bien sûr, lorsqu'ils quittent leur poste. Bon. Ensuite, il y a des étapes administratives et techniques qui permettent de garantir qu'on a la sécurité de c'est bien tel établissement qui a enregistré tel professionnel. Donc, c'est l'établissement en fait qui doit s'authentifier en quelque sorte à travers une carte qui sera donnée, ce qu'on a appelé les gestionnaires RPPS, donc c'est un nouveau rôle dans les établissements. Et puis, il faut organiser le recueil des données utiles et nécessaires à l'enregistrement des salariés, des professionnels dans le RPPS, dont notamment l'état civil au complet et les coordonnées de contact permettant l'activation de la ICPS. Alors, coordonnées qui, bien sûr, ne sont pas publiées, hein, ça reste exclusivement réservé à cet usage d'activation de la ICPS sur le mobile. Voilà, et après, il n'y a plus qu'à. Alors, une nouveauté pour ce webinaire, le 18 janvier dernier, nous avions organisé un premier webinaire, nous avions fait une démonstration du portail RPPS+. Et aujourd'hui, nous avons une vidéo de démo du portail RPPS+, qui sera mise à disposition très prochainement sur le site de l'ANS, dont je vais vous partager un extrait aujourd'hui et qui reprend l'ensemble des étapes pour enregistrer un professionnel dans le portail, concrètement comment ça se passe, comment je saisis, mais également pour montrer comment je modifie une situation pour un professionnel s'il change de rôle, s'il quitte ma structure, comment je ferme ces situations d'exercice. Voilà, c'est vraiment comment fonctionne le portail et quelles sont ses fonctionnalités. Donc, je vais vous projeter tout de suite un extrait de cette vidéo. Portail RPPS+, vous connaissez? Qui est concerné? Tous les professionnels qui ont un rôle dans le parcours et l'accompagnement des usagers, ayant besoin d'accéder à des données de santé, et qui ne sont pas enregistrés par les ordres ou les ARS, agences régionales de santé. Ces professionnels peuvent désormais bénéficier d'un numéro RPPS grâce au portail RPPS+. Ce numéro est indispensable pour disposer d'une ICPS et sécuriser l'identité numérique du professionnel qui va accéder à des services numériques en santé. La ICPS ainsi obtenue permettra à ces professionnels, notamment dès début 2023, de consulter chaque dossier médical partagé des usagers, d'accéder au logiciel métier, le dossier usager informatisé, et également d'échanger des données de santé via une boîte aux lettres MS Santé nominative. Pour bénéficier de cette identité numérique, il est nécessaire d'être enrôlé sur le portail RPPS+. Cette vidéo s'adresse aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui vont enregistrer les professionnels qui travaillent au sein de leur structure et présentent les modalités d'enregistrement. L'établissement et le gestionnaire RPPS+ identifiés deviennent les autorités d'enregistrement de leurs professionnels. Ils sont responsables du traitement des données personnelles de leurs professionnels, de leur enregistrement et également de la fermeture des situations d'exercice lorsqu'il y a un départ de l'établissement. Pour ce faire, vous aurez donc besoin, en tant que gestionnaire RPPS+ habilité, de votre carte CPX et de votre lecteur de carte. Pour les gestionnaires RPPS+, des ESSMS, rendez-vous sur le lien de connexion au portail RPPS+. Cliquez ensuite sur Pro Santé Connect. Insérez votre carte dans votre lecteur et connectez-vous. Sélectionnez votre carte et renseignez votre code confidentiel.
Vous êtes alors connecté sur la page d'accueil du portail RPPS+. Voilà, donc la vidéo dure 5 minutes, donc je ne vous la présente pas dans son entièreté, mais elle sera mise à disposition très rapidement et les étapes que vous n'avez pas vues, les 3 minutes restantes, ce sont vraiment les différentes fonctionnalités qui sont présentées. Donc de pouvoir enregistrer une nouvelle personne, de pouvoir valider une demande de préenregistrement ou encore de pouvoir modifier un enregistrement existant. On en vient maintenant aux différentes évolutions du portail RPPS+. On va vous en présenter une en particulier aujourd'hui. C'est une demande qui a été particulièrement remontée. Il s'agit d'un chargement en masse des professionnels dans le portail. Je m'explique. Aujourd'hui, la saisie dans le portail pour des professionnels qui ne sont donc pas aujourd'hui équipés d'un numéro RPPS se fait de manière unitaire. C'est-à-dire que vous devez compléter pour chacun des professionnels son état civil, ses données de contact et sa situation dans le professionnel, valider la demande et en initier une autre. Cette fonctionnalité de chargement en masse doit permettre justement de pouvoir charger plusieurs professionnels à la fois via notamment un fichier CSV. Il s'adresse uniquement au primo-enregistrement, c'est-à-dire que c'est pour une personne qui aujourd'hui n'est pas équipée d'un numéro RPPS. On ne pourra pas, avec ce chargement en masse, ajouter des rôles dans des autres établissements, etc. C'est uniquement pour du primo-enregistrement. L'enregistrement en masse se fera via un fichier de chargement unique par établissement, c'est-à-dire que vous ne pourrez enregistrer, par exemple, que 4 professionnels d'un même établissement. Vous ne pourrez pas réaliser un enregistrement en masse au niveau d'un organisme gestionnaire, d'un OG. Et avec un maximum de 200 professionnels par fichier. Actuellement, cette fonctionnalité est en cours de test auprès d'établissements et d'éditeurs pilotes, donc elle n'est pas encore mise à disposition. Nous communiquerons bien entendu quand celle-ci sera disponible dans les prochaines semaines normalement. Et bien sûr, nous vous fournirons une notice d'accompagnement pour vous aider dans le remplissage du fichier, mais également pour vous fournir un fichier d'aide à la saisie, puisque comme je le disais en préambule, il s'agit d'un fichier CSV qui est à charger dans le portail RPPS+. Donc, cette fonctionnalité sera mise à disposition dans les prochaines semaines et nous pourrons bien sûr y revenir et communiquer quand elle sera mise à disposition de tous les établissements. On en vient maintenant au retour d'expérience des différents établissements. Donc là, c'est le grade, je crois, Auvergne-Rhône-Alpes qui va s'exprimer en premier. Je crois Priscilla et des membres de l'URPEP qui doivent être connectés en tant qu'intervenants. Je vous laisse la parole. Merci Julie. Donc, je suis Priscilla Holling, responsable de programme SMS au GCS Sarah, donc le grade de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et effectivement, je vais intervenir avec Chloé, que je vais laisser se présenter. Bonjour, donc moi je suis Chloé Dangman, je suis chargée de mission santé numérique donc pour les PEP en Rhône-Alpes. Donc, nous, en fait, au sein du GCS Sarah, on faisait partie de l'expérimentation RPPS+, et c'est à ce titre-là qu'on avait embarqué avec nous l'URPEP pour pouvoir faire partie des sites pilotes et donc de tests du portail RPPS+. Et donc, Chloé, je te laisse expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé sur votre établissement. Ça marche. Alors, juste pour rappeler, donc nous, on est 45 établissements sur les PEP Rhône-Alpes qui sont engagés dans le programme SMS numérique. Donc, du coup, ça représente à peu près 900 professionnels qui utilisent le DUI. Donc, nous, on a été un peu pilote sur le RPPS+, avec le grade Sarah dès le départ, mais c'est vrai qu'on a finalement subi une grosse pause le temps que le portail RPPS+,
soit vraiment opérationnel et disponible. Donc, entre-temps, finalement, on a fait très peu d'enregistrements sur ce portail. Et on a plutôt déployé la MSS qui nous permettait à l'époque d'ouvrir des MSS nominatives, même si on n'avait pas encore de RPPS+ pour les professionnels. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était d'ouvrir pour l'ensemble de nos professionnels des boîtes aux lettres nominatives. Et ensuite, pour ce qui est du portail RPPS+, on en est encore finalement aujourd'hui à se poser la question de qui est-ce qu'il faut enregistrer. Est-ce qu'il faut enregistrer à minima donc, tous les professionnels qui vont utiliser la messagerie sécurisée de santé? Est-ce qu'il faut enregistrer uniquement les professionnels qui vont être amenés à consulter le DMP? Et là, ça représente qu'une partie finalement de nos professionnels. Ou est-ce qu'il faut enregistrer tous les professionnels, la totalité de nos pros qui seront amenés à se connecter demain au DUI et comme on l'a vu tout à l'heure, le DUI, prochainement, on devra s'y connecter avec ProSanté Connect et donc avec un RPPS+. Donc voilà, c'est encore des questions qu'on se pose nous en interne et qui ne sont pas la stratégie d'enregistrement, disons, elle n'est pas encore bien claire. Après, évidemment, ça sera un travail qui sera à coordonner avec les RH, puisqu'il y a des informations personnelles des salariés qu'il va falloir récupérer pour l'enregistrement RPPS+. Donc, il y a un vrai travail à faire de manière coordonnée avec les RH. Et on attendait, donc c'est super que cet enregistrement en masse soit mis à disposition prochainement, puisque nous, c'est quelque chose que l'on attendait aussi pour pouvoir faire ces primo-enregistrements. En tout cas, pour enregistrer la plupart des professionnels si on décide d'enregistrer tous les pros qui utiliseront le DUI demain. Donc voilà, c'est encore plein d'interrogations de notre côté. On avance petit à petit avec le GRAD Sarah qui nous accompagne et on espère d'ici quelques semaines pouvoir avoir un plan d'action un peu plus clair à notre niveau. Voilà, je te laisse la parole du coup, Priscilla. Merci Chloé. Donc, juste pour faire un état des lieux rapide sur où on en est aujourd'hui sur la région Verne-Rhône-Alpes. Donc, on a 15 établissements qui ont fait un enregistrement et donc 46 enregistrements réalisés, ce qui peut paraître peu, mais sur les derniers mois, là, sur le mois de février-mars, en fait, on a eu une croissance importante. Donc, on y croit. On voit que les établissements commencent en tout cas à tester ces enregistrements-là. Et avant ça, donc, il y a bien sûr les prérequis à remplir. Et donc, pour nous, c'était important déjà d'embarquer les établissements dans le fait de pouvoir contractualiser avec l'ANS, donc de remplir ces prérequis. Et donc, voilà, maintenant, on a la majorité de nos organismes gestionnaires qui sont aujourd'hui, qui ont réalisé une partie de ces prérequis, qui sont déjà leur contrat d'adhésion avec l'ANS. Donc, on est en bonne voie de pouvoir améliorer ces enregistrements. Pour l'accompagnement que nous, on fait au niveau du GRAD, des actions qui sont déjà mises en œuvre, on a organisé un webinaire spécifique des midis du collectif, donc avec le collectif SI régional sur le sujet du RPPS+. On a lancé au mois de janvier donc, un challenge RPPS+, pour inviter les structures à s'enregistrer avant aujourd'hui, donc avant le 17 mars. Donc ça se terminait ce jour-là. Ce qui a permis justement d'inciter un petit peu les structures à se lancer dans cette démarche, ou en tout cas d'aller tester le portail. Ce matin, donc, on a organisé un atelier participatif avec les porteurs du programme SMS numérique et donc en présence de l'ANS pour arriver aussi à créer ces échanges-là et puis que les structures puissent échanger entre elles sur leurs difficultés, leurs stratégies d'enregistrement et donc comment avancer sur ce sujet d'enregistrement du RPPS+. Et puis donc on a fait la présentation et la diffusion bien sûr du guide d'enregistrement. Donc c'est quelque chose où aujourd'hui on s'appuie beaucoup sur tout ce qui est produit par l'ANS.
et qu'on rediffuse à l'ensemble des établissements, mais de façon rapprochée avec les porteurs du programme SMS numérique, puisqu'aujourd'hui, on les suit de façon, si ce n'est hebdomadaire, en tout cas mensuelle, donc on les accompagne dans ces démarches-là. Donc voilà, et donc sur les actions qui sont planifiées, donc ça c'est des choses qui sont en cours de construction et qui seront certainement affinées en fonction de la volumétrie. En fait, ce qui aujourd'hui paraît conséquent, en tout cas au niveau du grade, c'est qu'on a quand même un grand nombre d'établissements accompagnés pour un grand nombre de professionnels à enregistrer, et qu'aujourd'hui, au vu du dimensionnement et des ressources qu'on peut avoir au niveau de la région, on essaye de trouver des solutions qui vont privilégier en fait l'encadrement et l'accompagnement du plus grand nombre. Mais voilà, on sera certainement amené à potentiellement réviser les accompagnements qu'on pourra faire en fonction de la demande et des accompagnements réels à effectuer sur le terrain. Néanmoins, donc, on a prévu de mettre en place à partir du mois d'avril des webinaires pour la gestion des prérequis, parce que c'est du coup la première étape, la première marche, et l'objectif d'accompagner les structures dans vraiment cette logique de il faut d'abord contractualiser avec l'ANS et pourquoi, après derrière la désignation du gestionnaire de RPPS+, et puis après du coup réexpliquer l'intérêt de l'enregistrement et le fonctionnement du portail. Donc ça, c'est des webinaires qu'on a prévu de mettre en place de façon hebdomadaire, en tout cas là sur les mois qui sont à venir là sur 2023, et donc potentiellement réadaptés. Et donc, c'est aujourd'hui une sensibilisation des équipes du grade, mais de façon complète, parce qu'en fait, on a des communications qui se font avec les équipes d'animateurs territoriaux, et donc des demandes qui peuvent arriver aussi à l'assistance, qui assure aujourd'hui le support au niveau du grade. Donc, il y a un objectif aujourd'hui de former en fait l'ensemble des personnes aujourd'hui du grade qui sont en interaction avec des établissements pour que tout le monde puisse informer et communiquer sur cette démarche-là, à la fois sur les prérequis, mais aussi sur la nécessité d'enregistrer les professionnels pour bénéficier d'une adresse de messagerie nominative. Et donc là, ça sera plutôt pour le deuxième semestre 2023, mais on réfléchit à un parcours de e-learning, donc voilà, pour accompagner les ESSMS de la région, donc globalement sur l'ensemble des sujets numériques, mais donc aussi avec une brique forcément liée à cet enregistrement-là et donc au RPPS+. Merci beaucoup, Priscilla. Et oui, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de présenter avec Chloé. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la mettre dans l'onglet questions. Donc, merci Priscilla et Chloé pour votre témoignage. On va passer la parole à Franck. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Franck Gallet, je suis directeur de projet au sein de Easy DSI. On accompagne donc différents établissements sociaux et médico-sociaux, et parmi nos nombreux clients, donc compte Easy DSI, on a des organismes gestionnaires dans le secteur assez varié, dans l'acquisition, la mise en conformité et également les grappes mixtes. Et donc, dans l'objet de ce retour d'expérience, sur l'enregistrement des professionnels, on a la sauvegarde 69 et puis également une grappe mixte qui est donc l'APEI Tonon, Cotagon et Clair Soleil, parmi les 10 projets en cours que nous accompagnons. Concernant donc la stratégie qu'on a abordée avec eux, donc on a toujours le contrat d'adhésion avec le formulaire F101, avec la carte de directeur d'établissement qu'on a pu réaliser et faire cette demande en amont. Et puis l'utilisation aussi du formulaire 301. Alors c'est vrai qu'on n'utilise pas du tout l'autre formulaire qui est pour les professionnels de santé ayant déjà une carte CPS, puisque c'est rarement en fait le cas dans les structures. Donc on obtient effectivement la carte du gestionnaire en tant que carte de professionnel d'établissement. C'est une phase qui est en tout cas nécessaire et chronophage, et notamment celle aussi d'anticiper l'organisation interne qui est nécessaire pour l'enregistrement dans le portail RPPS+. C'est-à-dire en fait que lorsqu'on explique lors de nos webinaires à la direction d'établissement ou logé, l'organisme gestionnaire,
de définir l'organisation qui lui semble le plus adaptée. Or, aujourd'hui, en tout cas, d'expérience, la politique la plus qui leur correspond le plus, en tout cas, est une gestion décentralisée qui est proposée aux gestionnaires RH en tant que gestionnaire RPPS+. Alors, pourquoi RH? Parce qu'en fait, ils ont déjà toutes les données d'état civil, la plupart des données administratives des collaborateurs et des professionnels. Alors, une autre phase aussi indispensable à effectuer en amont, c'est la cohérence entre le rôle et la profession qu'on voit sur la slide suivante. Donc, c'est-à-dire quel rôle pour qui. Donc, c'est un exemple de grille avec laquelle on travaille avec les établissements. Il s'avère assez important pour les directeurs avec lesquels on a travaillé que la règle soit la même pour tous les établissements d'un organisme gestionnaire, c'est-à-dire de proposer un rôle égale une profession pour la totalité des organismes gestionnaires, c'est-à-dire avoir une cohérence et une homogénéité sur l'enregistrement des professionnels. Alors bien sûr, il est possible d'avoir un rôle différent en fonction des finesses, en fonction des établissements, mais ce n'est pas quelque chose qui a été choisi en fait par les établissements que nous accompagnons. Et voilà, les professionnels qu'on voit en fait voilà, sur les infirmiers, on a gardé les infirmiers, les médecins généralistes, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont peu concernés aujourd'hui puisqu'ils ont déjà une carte CPS et ils sont déjà enregistrés dans le portail RPPS parce qu'ils ont déjà accès aux documents DMP. Mais il s'est avéré que dans beaucoup de structures, les infirmiers, par exemple, n'étaient pas enregistrés à l'ordre. Donc, ça nous permet en tout cas de faire un rappel auprès des établissements. Le bilan, notre bilan, quel rôle, quels usages c'est passé sur l'autre. Alors oui, pardon, juste avant, donc, sur les flyers et le webinaire. Effectivement, la difficulté aujourd'hui des OG, c'est surtout en fait la communication interne et aussi externe auprès des partenaires pour pouvoir exprimer en fait le changement au cours de leur en cours de leur SI et la communication interne autour de l'enregistrement du portail RPPS qui est abordé en tout cas pour nous au lancement du projet avec les enjeux de les sensibiliser tous, donc tous les acteurs, pas que les directeurs, mais aussi les professionnels. Et donc, on a 2 actes de communication pour le RPPS, c'est-à-dire un webinaire qui comprend en fait toutes les informations qui ont été ciblées tout à l'heure, c'est-à-dire comment je fais au travers de ma ICPS, de mon certificat, de la carte CPS pour ceux qui sont à ordre et le distinguo qu'on peut faire en fait entre toutes ces professions, mais aussi en fait des flyers qui se déclinent en fait en plusieurs formats et plusieurs publics, c'est-à-dire qu'on a un KESACO, donc un formulaire, un flyer qu'on propose sur l'accompagnement à destination des ESMS auprès des directeurs, mais aussi auprès des collaborateurs, des professionnels. Si on revient effectivement au bilan sur les rôles aujourd'hui qui ont été enregistrés, donc on a les agents administratifs qui proposent un rôle d'administrateur, donc un rôle 1, alors dit 1 pour l'accès au DMP, donc sur l'organisation et l'accompagnement social et médico-social. Là aussi, c'est pareil, on appuie bien sur le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie sur l'accès aux documents dans le DMP et que ça reste en fait en fonction d'une profession et d'un intérêt qui est derrière. C'est pas parce qu'on n'est pas meilleur parce qu'on a accès à la totalité des documents du DMP. Et quel usage? Donc, sur l'INS notamment, alors sachant que l'INS, ça reste une possibilité de qualifier l'INS par un professionnel muni d'une CPS, voire d'une ICPS, mais la plupart passeront de toute façon par un certificat logiciel. La lecture de certains documents dans le DMP, donc pour les professionnels, et créer aussi des comptes de messagerie sécurisés pour le service administratif et réclamer les documents auprès des professionnels de santé, voire des usagers ou des familles, si nécessaire, par messagerie citoyenne. Donc ça, c'était un cas d'usage aussi qu'on a retrouvé, qui pouvait être intéressant, notamment sur la communication externe. Combien de temps ont pris ces enregistrements? On a à peu près 2 minutes par professionnel sur l'interface RPPS+. C'est quand même relativement facile.
Le plus long a été trouvé, en tout cas pour nous, d'installer le logiciel d'interfaçage CryptoLib sur la lecture de la carte CPS. Alors, c'était parce qu'on a cherché un peu, hein, mais sinon, ça reste quand même relativement aisé. Donc, sur le bilan, en tout cas, mi-parcours, sur les points positifs, c'est un soutien, en tout cas, et un suivi de la part du GRAD et de l'ARS. Des documents qui sont quand même relativement clairs, d'ailleurs, qu'on a récupérés dans nos présentations avec les vidéos de présentation pour accompagner les gestionnaires RPPS+, dans l'enregistrement des professionnels sur le portail, travail collaboratif aussi avec les différents OG. Et puis, les points un peu négatifs, c'est surtout trouver le temps des ressources internes nécessaires au référencement. C'est assez chronophage et dans le travail quotidien des différentes grappes. Donc ça, c'est à anticiper et à intégrer, en tout cas, sur la récupération des identités de professionnels, sur le temps consacré à mettre à jour les collaborateurs et réexpliquer également un vrai travail d'explication, de savoir à quoi ça sert. Et puis les motivations des acteurs avec les directions et les collaborateurs, donc c'est un changement de pratique, une conduite du changement et donner du sens, en tout cas ce changement c'est assez important. On a anticipé un peu l'après avec EasyDSI, c'est-à-dire qu'on a une application qui s'appelle EasyApp, qui est un site pilote avec ANS, donc qui permet une connexion directe avec l'annuaire santé et des structures qui permettent de mettre à jour en fait, le RPPS+. Donc, concrètement, ça nous permet d'éditer des formulaires pour les gestionnaires RPPS+, qui sont identifiés par le directeur de l'OG, d'avoir un comparatif entre la liste des professionnels présents dans l'annuaire de santé et ceux dans les structures, au travers de leur Active Directory, d'identifier aussi ceux qui ne sont pas encore référencés au RPPS, par exemple un infirmier sans numéro RPPS, de mettre à jour des entrées et sorties des collaborateurs une fois enregistrés au RPPS. Donc ça permet effectivement de faire ce clean entre guillemets en fait de la base, et puis d'inscrire en une seule fois les utilisateurs de l'association via un export CSV, puisqu'on fait partie également des éditeurs en test. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci Franck. Ouais, merci. N'hésitez pas si vous avez des questions pour mettre dans le chat. Il y a peut-être une question qu'on peut prendre dans le chat qui était intéressante. Que je la reprenne à l'oral et notamment pour vous, Franck, sur comment est perçue en général la double authentification avec le téléphone portable par les établissements et professionnels. Dans notre région, certains sont convaincus du principe, mais un peu irrités, perplexes de cette double authentification. C'est le gros point compliqué en fait sur la ICPS. À partir du moment où il y en a une connexion avec la ICPS, effectivement, c'est très dur. Ça reste effectivement, on en a parlé aussi ce matin, c'est un problème que tous les établissements ont et c'est une vraie difficulté. À part l'explication et la redondance de l'explication que c'est un numéro en fait qui est personnel, que c'est un numéro RPPS qui est effectivement personnel dans une structure finesse indiquée, mais qui reste personnel et qui est à vie, un peu comme un médecin qui va se déplacer, qui va être à Lille, puis demain en fait à Marseille. Hier, il avait un numéro à Delhi, il devait changer de carte avec un autre numéro à Delhi. Aujourd'hui, avec sa carte RPPS, il garde sa carte. Donc, il garde sa carte, c'est à vie, c'est un numéro à vie. C'est la même chose, en fait. Alors, c'est un peu une déclinaison du sanitaire sur le médico-social, mais il y a un vrai intérêt, en fait, à être référencé une première fois. Et généralement, on changera peu de rôle derrière. Mais c'est une vraie question, c'est un vrai enjeu. Et c'est compliqué. C'est compliqué d'y répondre aussi tout de suite. Et puis, voilà. Merci. Alors, donc, je propose qu'on continue. Peut-être certaines questions intéressantes, on va revenir un peu plus tard. C'est au tour de l'IRSAM. Oui. Je laisse parole à Antoine. Oui, bonjour. Donc, Antoine Prisset, je suis RSI, RSSI à l'IRSAM. Et donc, on va vous faire un retour sur notre expérimentation. Alors, on a une approche à l'IRSAM un petit peu différente de ce que vous avez pu voir avant. Nous, on a noté que le numéro RPPS, il était personnel.
il était individuel. Il était lié à une personne et que cette personne-là, elle le conservera tout au long de sa carrière. On voit que sur les utilisateurs à ordre, les professions à ordre, c'est les ordres qui fournissent le RPPS. On voit que sur les paramèdes, c'est les ARS qui fournissent le RPPS. Mais sur les professions à rôle, on a été sollicité. Nous, tel qu'on l'a compris, on a été sollicité pour accompagner nos professionnels dans l'obtention de leur RPPS. Néanmoins, cette obtention du RPPS, il peut être fait, comme vous l'avez vu, par l'employeur, mais il peut aussi être fait sous forme de préenregistrement par le professionnel lui-même. On a vu qu'il fallait effectivement vérifier les informations personnelles d'identité du professionnel. Et pour ce faire, quoi de mieux que France Connect? France Connect, c'est l'application qu'on utilise quand on se connecte aux impôts, à Amélie. Donc, vu que le portail RPPS propose un préenregistrement du professionnel avec une connexion France Connect, on a opté pour orienter nos professionnels, pour les inciter à aller se préenregistrer eux-mêmes de façon personnelle sur leur ordinateur personnel avec une connexion France Connect. Ce message qu'on transmet à nos utilisateurs, il a pour but de bien ancrer dans l'idée que ce n'est pas l'employeur qui fournit un énième identifiant. C'est bien un numéro personnel fourni par l'État. Et quand il fait une démarche personnelle dans son espace personnel pour se préenregistrer, ça appuie cette notion-là. Et on espère que ça appuiera le fait que quand il va vouloir s'authentifier avec sa ICPS, il le fasse aussi d'une manière personnelle, puisque la ICPS liée au RPPS est aussi personnelle. Ce qu'il y a de nouveau dans cette démarche, en fait, et qu'on n'avait pas jusqu'à présent, c'est qu'on se retrouve à demander à nos professionnels de s'identifier de manière personnelle sur des applications professionnelles. Alors qu'historiquement, quand l'employeur fournissait une application professionnelle de type dossier d'usager, il fournissait avec l'authentification. Alors que là, ce qui est nouveau, c'est qu'on leur dit, pour vous connecter sur une application professionnelle, il va falloir vous authentifier de façon personnelle. Elle ne passe pas. Voilà. Alors, la mise en œuvre, on n'a pas pour idée que l'enregistrement du RPPS est une fin en soi. On a cherché en fait à quoi nous servait le RPPS. Donc, on va prendre cette illustration du bateau qui va chercher un trésor. C'est un retour d'expérience qu'on a fait pour le grade Thésis à La Réunion. Notre île au trésor, nous, c'est une authentification sécurisée avec ProSanté Connect aux applications métiers. Et on va voir que pour arriver à ça, effectivement, on va devoir enregistrer nos professionnels sur le RPPS. Mais l'objectif, ce n'est pas juste de faire de l'enregistrement en masse dans le RPPS, c'est bien d'avoir un cas d'usage concret qui nous amène à enregistrer les professionnels et après avoir une utilisation de cette authentification. Qu'est-ce qui nous a aidé dans cette mise en œuvre? Il se trouve que, historiquement, à l'IRSAM, on a une gestion des entrées-sorties des professionnels qui est très, très élaborée, très procédurée et qui est en place, qui est industrialisée également, et qui nous a aidé, nous, à appuyer le RPPS sur cette démarche-là. Donc, on s'est appuyé sur le projet des entrées-sorties pour avancer avec le RPPS. On a défini un cas d'usage concret. Pourquoi on a besoin du RPPS? Le cas d'usage concret, c'est l'accès aux données médicales dans le DUMS. Le DUMS, c'est le dossier de l'usager à l'IRSAM. C'est l'équivalent d'un DUI. Notre cas d'usage concret, il est pour accéder aux données médicales, il faut faire une authentification avec ProSanté Connect. On avait identifié les cas d'usage tels que la MSS, le DMP, etc. Ce sont des cas d'usage vers lesquels l'IRSAM souhaite aller, bien entendu. Néanmoins, pour nos professionnels, ils ne sont pas encore concrets. On balbutie, on crée quelques MSS, on va commencer à délivrer un peu des documents sur le DMP, mais il n'y a rien de concret. Alors que l'accès aux données médicales dans le DUI,
c'est concret. Donc, on a eu un cas d'usage concret. Ça nous a aidé. Après, sur l'ensemble des services SOC, on a une démarche projet. C'est-à-dire qu'on va faire des procédures, des groupes de travail avec les professionnels et on va avancer en méthode projet sur le déploiement de l'ensemble des services SOC. Donc, pour atteindre notre île au trésor, on a défini notre parcours. D'abord, de la communication. On communique avec des procédures aux professionnels pour les accompagner dans leur préenregistrement. Donc, on ne fait pas l'enregistrement à leur place. On leur donne une procédure pour que, de leur côté, avec France Connect, ils se préenregistrent. On a fait des tests sur plusieurs utilisateurs. Ça prend environ 10 minutes avec France Connect de faire sa demande de RPPS. Au moins, on est sûr que les données, nom, prénom, etc., date de naissance, sont bonnes puisqu'elles sont issues de France Connect. Une fois que ce préenregistrement est fait, il doit être validé par les gestionnaires pour donner les habilitations. On donne telle et telle situation aux professionnels. Et une fois que c'est fait, on a une deuxième procédure pour l'activation de la ICPS. L'IRSAM a choisi de ne pas du tout utiliser de carte physique. On va essayer de tout faire en ICPS. Comme ça, on n'a pas besoin de l'installation de la crypto-libre, on n'a pas besoin d'acheter des lecteurs de cartes, on passe tout par de la ICPS. Toute cette démarche-là, elle fait écho à ma diapo d'avance sur le personnel. Le préenregistrement, il est personnel. L'activation de la ICPS, elle est personnelle. Et donc, elle se fait également sur son smartphone personnel. Elle peut se faire sur son smartphone professionnel s'il est équipé, mais ils ont les deux possibilités. Qu'est-ce qui nous a freinés dans cette mise en place? Je suis désolé, mais le fonctionnement du portail RPPS, ça a été un énorme frein et ça l'est encore un petit peu aujourd'hui. C'est un portail qui a connu pas mal de problèmes, qui a évolué, qui marche de mieux en mieux, mais on a eu beaucoup d'écueils sur ce portail-là, des difficultés vis-à-vis de nos professionnels, vers qui on les a envoyés vers ce portail de préenregistrement et pour lequel les préenregistrements n'ont pas fonctionné, parce que le portail dysfonctionnait, donc il a fallu que les professionnels refassent leur préenregistrement. On a des problèmes de communication à l'intérieur du portail entre les annuaires grâce, etc., qui ne fonctionnaient pas. Donc, beaucoup de dysfonctionnements du portail qui nous ont pénalisés dans nos démarches. On trouve dommage qu'il n'y a pas de possibilité d'industrialisation des flux RPPS avec des API. Nous, on a industrialisé toutes nos process d'entrée-sortie. S'il y avait eu possibilité de mettre des API, on aurait pu faire donner les habilitations, supprimer les habilitations de façon industrielle avec des API. Aujourd'hui, on doit se connecter individuellement chaque gestionnaire doit se connecter sur le portail RPPS et faire la démarche dans un formulaire. L'autre frein, ça a été le délai d'enregistrement des paramètres par l'ARS. En fait, on sait que d'ici la fin de l'année, les ARS doivent avoir enregistré tous les paramètres dans le RPPS. Néanmoins, c'est la fin de l'année. Les ordres, ils l'ont déjà. On est en train d'accompagner nos professionnels à rôle et en fait, on a ces paramètres qui, eux, n'ont pas leur numéro RPPS et qui attendent. Donc, en fait, on n'a pas un même schéma de déploiement sur l'ensemble de nos professionnels. Et cette temporalité différente, elle est compliquée parce qu'elle complexifie nos procédures, parce qu'on peut faire du Pro Santé Connect avec de la DELI, mais ce n'est pas la même procédure. Donc voilà, on se retrouve en fait à des vitesses différentes en fonction de nos professionnels. Et ça, c'est un frein également. Après, ce qui nous fait peur, les requins là, qui tournent, les applications non compatibles Pro Santé Connect. Je rappelle qu'aujourd'hui, pour qualifier l'INS, Pro Santé Connect ne fonctionne pas. C'est uniquement du certificat ou de la carte. Et il y a d'autres applications comme ça qui ne sont pas encore compatibles Pro Santé Connect. Et ça, c'est vraiment dommage. Et puis, on a le cas de l'utilisation du smartphone, dont on a parlé un petit peu avant. Alors, dans le cadre de notre expérimentation, mais dans le cadre uniquement de notre expérimentation, et dans ces démarches personnelles, on a eu des soucis avec l'utilisation du smartphone, mais ce n'étaient pas des gens qui ne voulaient pas utiliser leur smartphone, c'était des gens qui avaient du mal à utiliser le smartphone. C'est-à-dire qu'ils avaient du mal sur leur smartphone à installer l'application ICPS, à enrôler son RPPS dans le ICPS, à faire l'authentification Pro Santé Connect et réagir sur le téléphone parce qu'il faut avoir un petit peu de dextérité avec son téléphone. Et les gens avaient que de la bonne volonté, mais ils étaient un petit peu en difficulté par rapport à l'utilisation de ce smartphone. On était un petit peu inquiets sur certains professionnels qui n'auraient pas souhaité utiliser leur smartphone personnel. Néanmoins, avec le discours que nous avons eu
où on a bien expliqué que c'était une démarche personnelle. On n'a pas rencontré le cas dans le cadre de notre expérimentation. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une expérimentation qui est restreinte. Quand on l'ouvrira globalement à l'ensemble de nos salariés, c'est possible qu'il y ait des gens qui refusent d'utiliser leur smartphone personnel. Mais notre discours va vraiment dans ce sens du personnel, utilisation personnelle. Et pour l'instant, on n'a pas eu de cas de personnes qui ont refusé d'utiliser leur smartphone. Donc voilà pour notre mise en œuvre. Je laisse la parole à Amandine, avec qui je travaille, pour la suite. Oui, merci. Donc, bonjour, moi je m'appelle Amandine Marchioni, je suis responsable du pôle projet et organisation au sein de l'IRSAM et au sein de la DSIO. Et donc en charge des projets en lien avec la mise en place des services socles et aussi donc, du coup l'expérimentation sur le RPPS. Donc, Antoine a bien présenté notre stratégie, en tout cas celle que nous avons mis en œuvre dans le cadre de notre expérimentation. Elle a comme objectif de faire, de simplifier, mine de rien, la démarche pour tout le monde. Tout à l'heure, on évoquait le fait d'aller récupérer des données personnelles, des professionnels pour pouvoir les enregistrer, que c'était une démarche qui était assez longue et difficile à mettre en œuvre, même si la plupart du temps, les RH ont les informations. Il y a quand même la possibilité d'avoir des informations erronées. En tout cas, nous, c'est le constat qu'on a pu faire. Et d'où aussi l'idée de gagner cette étape d'aller récupérer les informations personnelles en invitant les professionnels à se connecter via ProSanté Connect. Donc, en partant dans cette démarche-là, il y a un côté pour s'assurer de la véracité des données et puis au final pour simplifier la mise en œuvre, puisque donc comme le disait Antoine, on a travaillé des procédures, c'est vraiment des procédures pas à pas qu'on a d'abord travaillé avec des professionnels et qui maintenant sont envoyés aux professionnels qui peuvent l'utiliser en autonomie. C'est important aussi cet aspect-là. Et donc ces procédures pas à pas, elles permettent aux professionnels de se préenregistrer en une dizaine de minutes, informations récoltées comprises. Donc voilà, pour nous, ça, c'était un avantage aussi. Après, tout ce qui a été présenté, c'est bien sûr sur une expérimentation. Donc on reste sur un panel de personnes qui est très limité, avec un usage, des usages qui sont clairement identifiés. Donc là, vraiment, aujourd'hui, nous, notre travail, c'est d'identifier les cas d'usage qui nous permettent d'utiliser, qui donnent du sens à l'enregistrement au répertoire et à l'utilisation de la ICPS. Donc on a été freiné dans cette mise en œuvre par les encres qu'a présenté tout à l'heure Antoine. Mais aujourd'hui, on a quand même donc, quelques professionnels qui se sont inscrits et progressivement, l'idée, c'est d'étendre la démarche à tous nos établissements. Tout à l'heure, Antoine a évoqué le DUMS, qui est notre DU à La Réunion. On utilise aussi un autre DUI en métropole. Et cette démarche-là, elle est commune pour tous. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans cette expérimentation, on veut identifier des cas d'usage qui sont concrets et qui sont maîtrisés aussi par nos professionnels, ce qui n'est pas forcément le cas encore de l'INS et de la MSS. Et donc, nous, ce qu'on a appris et le conseil qu'on peut donner dans cette démarche-là, avec cette stratégie-là qui est la nôtre, c'est de prendre le temps de bien cibler les professionnels pour pouvoir correctement les accompagner, répondre à leurs questions et donc limiter le nombre de participants pour donner du sens. Et nos meilleurs ambassadeurs, ce sont les professionnels entre eux aussi. Et c'est vrai que pour nous, l'idée d'expérimentation, c'est ça aussi, c'est de pouvoir étoiler à l'intérieur des établissements avec des expériences réussies en amont. Voilà. Merci Amandine, merci Antoine. Je vous propose qu'on passe au dernier témoignage de Marc. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, Marc Vercruis, je suis le RSI de l'OG des Papillons Blancs de Dunkerque depuis une grosse année maintenant. Donc, on est un OG qui a une trentaine d'établissements et de services. On est 800 professionnels et on accompagne à peu près 1400 personnes.
et on fait partie de l'UNAPI, donc Association nationale de parents d'enfants inadaptés. Et donc voilà, RSI de cette association, engagée dans le programme SMS numérique, donc depuis le début de l'année passée, à peu près à l'époque où je suis arrivé. On est dans le deuxième temps de la phase d'amorçage et on a un DU déjà en place. Donc c'est une mise en conformité pour 18 de nos structures. Donc le programme SMS numérique, notre objectif, c'est de répondre aux services socles qui sont le DMP et l'AMS Santé. Et pour ça, on a aussi mis en place un mode projet avec une référente DUI qui était déjà ici en place depuis bien longtemps et moi-même en tant que RSI. Donc on a un DU qui est Imago DU de l'éditeur Evolucare. Alors au niveau de l'enregistrement dans le portail RPPS+, donc 3 phases, hein, 3 phases. Donc la première phase, la contractualisation avec l'ANS, bien sûr. Ensuite, on a fait une première expérimentation avec une première entrée dans la base RPPS+, et là, on est dans la phase de généralisation des enregistrements. Donc, au niveau de la contractualisation de l'ANS, en fait, nous savions que ça allait prendre un certain temps, que c'était assez chronophage pour compléter tous les documents, avoir toutes les données, les informations pour contractualiser avec l'ANS. Donc, on a fait directement, tout de suite, sans avoir déjà une idée de l'utilisation qu'on pouvait en avoir. On l'a fait directement dès le début du projet. On a fait cette phase de contractualisation. Donc, on n'était pas contraint par le temps, donc, ce qui nous a permis d'avoir ce qu'il fallait au niveau carte CPS pour loger au moment où on a commencé à travailler sur le portail RPPS+. Donc, pas trop de soucis à ce niveau-là. Ensuite, on a créé notre première entrée dans la base RPPS+. Donc, on a choisi de le faire pour la coordinatrice santé de notre OG, donc qui encadre l'ensemble des coordinateurs santé de l'ensemble des structures de notre OG. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire la découverte de tout ce qu'il y avait autour du RPPS+, hein, c'est-à-dire les matrices DMP, les rôles RPPS, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se poser beaucoup de questions par rapport à tout ça, parce que on n'a pas forcément l'habitude de travailler dans l'échange et le partage au-delà de notre structure d'OG. Donc voilà, ça nous a demandé beaucoup de réflexion pour comprendre ce qu'était exactement cette matrice et les rôles différents de l'enregistrement des personnes dans la base RPPS. Donc, ce premier enregistrement s'est bien déroulé. C'est vrai que moi, je n'ai pas eu trop de soucis avec le portail. J'ai fait plusieurs enregistrements aussi où je n'ai pas été jusqu'au bout, justement parce que les personnes n'étaient pas forcément ne devaient pas forcément avoir d'enregistrement dans la base RPPS pour pouvoir faire des copies d'écran, etc. Je n'ai pas eu d'énormes difficultés. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que au niveau stratégie, nous, contrairement à mon prédécesseur, on centralise. Donc, c'est-à-dire que c'est à l'informatique que ça se passe, les enregistrements RPPS, et on le fait en fonction des différents rôles qu'on a dans notre DUI. On en parlera pour la troisième phase. On a quand même une difficulté lors de cette première création dans la base RPPS+, c'est que on a loupé la petite phrase qui dit que pour obtenir une carte ICPS, il faut préfixer le numéro RPPS+ par 8. Alors, on l'a complètement zappé, on ne l'a pas vu dans le document, on a même dû faire appel à notre grade pour savoir comment est-ce qu'on pouvait créer la ICPS, parce qu'on avait loupé cette info-là. Donc, il faut savoir qu'il faut préfixer le numéro RPPS par le chiffre 8 pour pouvoir obtenir sa carte ICPS. Donc, maintenant, on en est à la phase de généralisation. Comment on va travailler pour généraliser tout ça?
nous, on a décidé de travailler avec nos profils, les profils qui sont définis dans notre dossier de l'usager, dans notre DUI. Ça, c'est un truc qui est extrêmement bien réglé chez nous. On sait très bien le rôle de chacun des profils dans notre DUI. Il y a un suivi, donc on peut se baser là-dessus. Et donc, dans un premier temps, on a déterminé 3 profils de notre DUI qu'on a alignés sur les rôles de la base RPPS+. Donc, on a un profil, nous, qui s'appelle Éducatif Plus. Et je pense que c'est vraiment ce qui rentre dans la base RPPS+, parce que ce sont des personnes qui ont plutôt un profil éducatif, mais qui sont amenées à faire du soin, à accompagner nos usagers dans leur parcours santé, etc., et qui sont quotidiennement ont besoin d'échanger avec des professionnels de santé, que ce soit en interne, en externe, que ce soit des urgences, que ce soit des médecins, des généralistes, des libéraux, etc. Donc ce profil-là, on va intégrer toutes les personnes dans le portail RPPS+, mais sans forcément vouloir leur donner un accès au DMP. Et ça, quand on a posé cette question à notre grade, ben, c'est avéré que ce cas d'usage-là n'était pas forcément prévu dans l'intégration des personnels dans la base RPPS+. Donc en fait, il n'y a pas de rôle défini dans la base RPPS+, pour des personnes qui devraient avoir accès uniquement à la messagerie sécurisée de santé et non au DMP. Donc, il y a une méthode de contournement qui existe, mais ce cas d'usage-là n'a pas été prévu. Ensuite, on a des chefs de service coordonnateurs. Ça, c'est vraiment un profil interne qui correspond exactement à un profil de la base RPPS+. Donc là, il n'y aura pas trop de soucis, mais on est encore en train de discuter là-dessus. Et puis, il y a les administratifs. Alors, la méthode que nous, on préconise plutôt, c'est d'accompagner les professionnels dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on va aller les voir et qu'on va profiter de ce moment d'échange pour pouvoir échanger, former, expliquer, montrer à tous ces professionnels le sens du projet et ce à quoi ça va leur servir et pouvoir répondre à toutes leurs questions. Donc, nous, on a plutôt pris ce parti-là, c'est d'aller prendre notre bâton de pèlerin et d'aller voir sur le terrain les personnes pour les intégrer dans cette base RPPS+, et d'une part pour qu'ils nous connaissent, pour qu'on puisse échanger avec eux et puis qu'ils comprennent un peu mieux le but de tous ces changements qu'on leur propose. Voilà, et on va les accompagner sur toute l'enregistrement de la base RPPS+, jusqu'à la création de leur carte ICPS. Et on a à peu près la même problématique que ce qui a été défini précédemment, c'est-à-dire que est-ce que ceux qui n'ont pas de téléphone professionnel pourront utiliser leur téléphone personnel? S'ils ne sont pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Donc il y a encore tout un tas de questions pour lesquelles on n'a pas encore forcément de réponse. Voilà en gros la démarche qu'on est en train de mettre en place ici au sein de notre projet. Et je voulais aussi mettre en avant, pour conclure, que, comme ça a été dit aussi précédemment, que la base documentaire est quand même vraiment bien faite. Ce que l'ANS et notre grade nous a fourni nous a vraiment permis d'avoir une réponse à toutes nos questions. Et j'ai 2 documents qui sont vraiment très pratiques pour ce sujet-là. C'est le kit d'enregistrement RPPS+, mais je pense que tout le monde doit les connaître, parce que la présentation est issue de ces documents-là. Donc, il y a 2 documents, un document qui explique toute la démarche au niveau projet, je dirais, et puis le document qui explique comment remplir le portail. Et ensuite, un document qui est beaucoup plus global, mais qui m'a vraiment bien servi tout au long du projet SMS numérique. C'est un document qui est sous forme de fiches explicatives sur tout un tas de
de projets à mettre en place et surtout les services socles à mettre en place dans le cadre du programme ESMS numérique, c'est l'ensemble des fiches pratiques. C'est le guide du déploiement d'un DUI interopérable avec le service référentiel socle. C'est le nom exact du document. Vous tapez ça dans Google et vous allez retrouver. Et ce document est extrêmement pratique, dans le sens pratico-pratique. On sait pas à pas ce qu'il faut faire pour répondre à tout un tas de problématiques du programme ESMS numérique. Voilà, j'espère que j'ai pu apporter quelques explications et que ça a été très clair. Merci. Merci beaucoup, Marc. Merci à tous. N'hésitez pas, puisque nous sommes arrivés au bout de ce webinaire et des informations qu'on souhaitait vous transmettre aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, à nouveau, qu'on puisse y répondre peut-être oralement, étant donné qu'il nous reste un peu de temps. Pour rappel, sachez que ce webinaire est enregistré, qu'il sera mis à disposition sur le site de l'ANS et qu'on vous fera parvenir également les réponses qui ont été formulées aux questions et que nous mettrons donc à disposition très prochainement sur le site de l'ANS toujours cette petite vidéo de démo dont on vous a juste diffusé un aperçu au début du webinaire. Alors, je vois que Madame Odile Jamet de la TNS est parmi nous, donc je propose, Odile, si tu veux peut-être clôturer le webinaire, si tu veux intervenir. Dire quelques mots. Je ne sais pas si tu as cliqué sur participer, mais elle arrive. Merci. Bonjour à tous, pardon, il fallait juste me laisser le temps de rallumer ma caméra et mon micro. Écoutez, merci de me donner la parole pour clôturer ce webinaire et j'espère que ça vous a permis de clarifier un certain nombre de notions et que vous allez vous sentir plus à l'aise dans l'enregistrement de ces professionnels. C'est vraiment très important d'y aller puisque de toute façon, c'est la cible. On a répondu à plusieurs questions dans le chat à ce sujet. À partir du 1er janvier 2026, ce sera de toute façon obligatoire, mais c'est déjà aujourd'hui vraiment la solution la plus simple pour accéder au DUI de manière sécurisée. Donc, n'hésitez pas, il faut vraiment y aller. Merci également à tous les témoignages, retours d'expérience des différents établissements. Je pense que c'est très intéressant de pouvoir partager ces expériences qui sont très inspirantes pour l'ensemble du secteur. On a entendu différentes façons d'aborder les choses et je pense que vraiment ça peut être des retours d'expérience sur lesquels vous pouvez vous appuyer parce que on voit que ça marche, on voit que c'est fait avec succès et donc ces premières expériences sont vraiment très riches et très pertinentes pour se dire ça y est, c'est en marche, ça arrive, ça fonctionne, même si ça a été souligné, il y a encore quelques dysfonctionnements, notamment sur le portail encore un peu à l'heure actuelle, même si c'est en train de rentrer dans l'ordre. Donc tous ces retours d'expérience sont très précieux, vous pouvez vous appuyer dessus et voilà, il faut vraiment, maintenant il faut y aller, il faut enregistrer vos professionnels dans le RPPS, encore une fois, c'est la manière la plus sécurisée de leur donner un accès aux données de santé qui aujourd'hui se fait peut-être pas tout à fait dans des conditions aussi sécurisées qu'on l'aimerait bien, en tout cas pas de manière conforme à la réglementation. Voilà, donc merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Odile. Je t'en prie. Merci Odile. Je vous propose qu'on s'arrête là pour ce webinaire. Merci à tous. Vous allez recevoir le replay automatiquement par mail dès la fin de la session. Et puis, début de semaine prochaine, on le mettra en ligne sur le site de l'ANS avec le support de présentation. Bon après-midi à tous et puis bon week-end à venir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.